Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui fait partie du cursus du Collège des médecines douces du Québec. Cette présentation nous permet de parler en détail de la première consultation entre un naturopathe ou autre praticien alternatif de la santé avec son patient lorsqu'il se rencontre pour la première fois lors de l'entretien. Pourquoi parler en détail de la première consultation ? Le but de cette vidéo est de mettre un peu plus de contexte autour du contenu des cours suivants qui font partie du cursus, le F122 sur l'hygiène vitale, le F131 sur les piliers de la santé et le F214 sur les médicaments, tests et urgences. Cette vidéo sert donc pour que l'étudiant comprenne mieux à quoi sert le contenu de ces trois cours séparés et que ce contenu se retrouve en particulier dans la première consultation. C'est pour ça qu'il faut avoir des compétences autour de cette matière. Donc aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des objectifs de la première consultation, un peu plus de détails sur les questions à poser aux patients lors de la première consultation. Il y en a beaucoup. Le but étant bien sûr de découvrir les obstacles à la guérison pour cette personne, pour ensuite suggérer un plan d'action qui va aider le patient à se sentir mieux. Bien sûr, c'est aussi pendant la première consultation qu'on peut reconnaître s'il y a certaines urgences médicales qui nous donneraient le devoir d'orienter le patient vers un autre généraliste ou praticien de la santé conventionnel. Et enfin, nous finirons en parlant des notes médicales, comment elles doivent être prises et dans quel but. La première consultation a plusieurs objectifs. Bien sûr, on veut rencontrer le patient et avoir un peu une idée de ce qui lui arrive. Mais le but principal est bien sûr d'établir une relation de confiance. Effectivement, les patients sont souvent habitués à parler pendant 8 à 10 minutes avec leur généraliste ou autre spécialiste. Ils ne sont pas nécessairement habitués à passer 1 heure avec leur praticien de la santé. Donc quand on commence la première consultation, c'est une bonne idée d'expliquer ça au patient et de clarifier un peu pourquoi le patient est venu et peut-être établir des priorités. C'est-à-dire que le patient va peut-être vous dire qu'il a une allergie aux piqûres de moustiques et après il va vous dire qu'il est diabétique, mais qu'il vient surtout pour ses allergies. Donc là, il va falloir avoir une discussion pour lui expliquer que peut-être s'occuper du diabète est plus important et que la médecine naturelle pourrait l'aider avec ça aussi. Pendant la première consultation, on peut aussi évaluer son patient. On va parler de ça plus en détail et voir s'il y a une urgence médicale parce qu'il faudra ensuite le guider vers le médecin adéquat. Parce qu'effectivement, le naturopathe n'est pas équipé pour gérer une urgence médicale. Beaucoup de patients qui viennent voir des naturopathes sont intéressés par d'autres thérapies complémentaires. Donc c'est bien de leur demander s'ils ont déjà essayé l'homéopathie, les huiles essentielles, le reiki, l'acupuncture, parce que si le patient a déjà essayé quelque chose et que ça ne l'a pas aidé, alors on pourra soit ne pas faire cette recommandation, ou alors au contraire, s'il s'en est déjà servi il y a longtemps et qu'il avait oublié, on peut lui rappeler que c'était un outil important et qu'il pourrait à nouveau s'en servir dans le contexte actuel. C'est toujours bien si le patient peut venir avec ses résultats d'analyse existants, parce que bien sûr, ça nous donne plus d'indices quant à la santé du patient. Donc il faut évidemment les étudier pour savoir où le patient en est, surtout que des fois le patient va nous dire que son cholestérol est élevé ou que sa glycémie est normale. Et en fait, quand on interprète les chiffres, on voit bien qu'il y a un problème qui n'a pas été expliqué au patient, ou au contraire que le patient s'imagine un problème là où il n'y en a pas. Donc c'est bien de regarder soi-même les résultats d'analyse existantes. Et si elles n'ont pas été faites ou qu'un complément d'analyse est nécessaire, c'est pendant la première consultation qu'on peut expliquer ça au patient pour qu'il retourne voir son généraliste et fasse les analyses nécessaires, ou alors qu'on l'oriente vers un laboratoire qui va faire des analyses complémentaires qui ne sont pas actuellement faites chez le généraliste. Bien sûr, le but pour nous de poser toutes ces questions, c'est de comprendre quelle est la cause du déséquilibre chez cette personne. Pourquoi cette personne est-elle tombée malade? Où se situe la cause principale qu'on appelle aussi la racine? Donc plus concrètement, comment ça se déroule? Eh bien, le patient arrive et il faut passer quelques minutes d'abord à expliquer peut-être notre background, ce qu'on fait,
Et puis lui dire que la première consultation peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, dépendamment de comment vous avez établi ça avec votre cabinet. Et le but est de prendre son temps pour que le patient se sente en confiance, dans une bonne ambiance, pour qu'il ait envie de nous parler un peu plus de ses problèmes de santé, pas uniquement à un niveau physique, de la façon très sommaire avec laquelle les patients sont habitués à interagir avec leur médecin ou généraliste, mais aussi qu'ils nous parlent de l'impact émotif que la maladie a pu avoir sur eux, ou peut-être qu'ils ont eu des niveaux de stress très élevés avant le début du premier symptôme. Enfin, on veut vraiment prendre notre temps pour comprendre, pour en savoir le plus possible sur la raison principale de la consultation, mais aussi en savoir plus sur l'état de santé général du patient. Donc, on veut vraiment que le patient s'ouvre à nous, et pour cela, il faut que la première consultation se passe bien. En aparté, on sait aussi que les patients vont être plus aptes à commencer des poursuites judiciaires envers leur médecin s'ils n'ont pas une bonne relation avec eux. C'est-à-dire que si on a une relation de confiance, quelque part, on a plus le droit à l'erreur. Parce que si on fait une erreur et que le patient est en confiance avec nous, il aura moins tendance à aller vers des poursuites judiciaires. Donc ça aussi, c'est dans notre intérêt de bien gérer le déroulement de la première consultation et de se mettre sur la même longueur d'onde que notre patient. Évidemment, comme le patient vient avec un problème bien spécifique qui l'amène, notre première ligne de questionnement va se centrer sur le problème principal. Donc on veut lui poser toutes les questions importantes sur son problème principal. Alors par exemple, s'il nous dit qu'il a des maux de tête, on va lui demander, bon ben très bien, où se situent les maux de tête? Donc s'il nous dit que c'est plutôt au niveau des trapèzes et à la base du cou, on va suspecter peut-être qu'il a une mauvaise ergonomie au travail ou qu'il est stressé et que la douleur vient plutôt d'une étiologie musculaire. Par contre, s'il va nous dire que les maux de tête se situent derrière les yeux, tout de suite on va penser à une autre étiologie. On peut aussi demander si les maux de tête sont cycliques, par exemple. Donc chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des maux de tête ou des migraines avant leurs règles dans le cycle menstruel. Donc quand elles nous donnent ce morceau d'information, ça nous dit immédiatement qu'il y a un déséquilibre hormonal qu'il va falloir régler. On peut leur demander depuis quand. En règle générale, le plus longtemps un problème de santé, depuis la durée du problème de santé, le plus longtemps le problème de santé est installé, le plus dur, ça va être à régler. Pas toujours évidemment, mais si une personne vous dit qu'elle est diabétique depuis 10 ans, ça va bien évidemment être plus difficile à rectifier qu'une personne qui a été diabétique depuis 6 mois. Donc c'est toujours important de demander la durée du symptôme. Certaines personnes vont ressentir un effet émotionnel important par rapport à leurs symptômes. Donc par exemple, peut-être qu'une femme a un cycle menstruel très irrégulier et dans le questionnement, on voit que ça la met très en colère parce que, par exemple, elle est obligée de prendre la pilule contraceptive alors qu'elle est philosophiquement contre, alors qu'une autre a peut-être des règles irrégulières et doit prendre la pilule contraceptive, mais elle, ça ne la dérange pas plus que ça. Donc on veut vraiment comprendre où se situe le problème pour cette personne-là. Bien sûr, on va avoir plus de détails, ça c'est le quoi. Et s'il y a d'autres localisations du symptôme, donc par exemple si c'est un maux de tête, peut-être que ça commence au niveau des trapèzes, mais que ça monte ensuite au sommet de la tête et que ça voyage même jusqu'à derrière l'œil. Donc toutes ces petites informations sont précieuses et à nous, médecins, ça nous en dit plus sur le déséquilibre qui est à la base du symptôme. Avec tout symptôme, il peut y avoir des symptômes associés. Donc si la personne nous dit qu'elle a des maux de tête qui sont associés à des nausées, on aura plutôt tendance à penser à une migraine, par exemple. Ou si la personne a des règles très douloureuses, donc il y a douleur qui est associée au flot menstruel, encore une fois, ça nous donne des indices par rapport à la cause du déséquilibre chez ce patient. Donc ça, ce sont les questions qu'on va poser par rapport au problème principal pour essayer d'en savoir plus et de réussir à comprendre d'où vient le problème pour ensuite pouvoir aider le patient. Une fois qu'on a posé toutes les questions nécessaires autour du problème principal, on peut ensuite se distancer un peu du problème principal pour en savoir plus sur le contexte du symptôme principal, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour dans la vie du patient qui peut avoir un impact plus ou moins direct sur ce symptôme. Donc il est bon d'expliquer au patient,
Voilà, nous vous avons posé des questions sur le symptôme principal et maintenant j'aimerais en savoir plus sur d'autres aspects de votre hygiène de vie qui pourraient avoir un impact direct sur ce symptôme. Donc c'est toujours bien d'expliquer ce que l'on fait parce que sinon, si le patient est habitué à voir uniquement des médecins conventionnels, ils ne sont pas du tout habitués à devoir parler de leur alimentation, de leurs habitudes de vie, etc. Donc on veut que le patient comprenne bien pourquoi on pose ces questions. Alors là, vous avez un petit aperçu du contexte du symptôme principal, c'est-à-dire qu'on va presque toujours devoir poser des questions sur l'alimentation quotidienne de la personne, sur les médicaments qu'ils prennent, sur leur historique personnel et familial, et bien sûr, on va en savoir plus sur leur hygiène de vie en général. Alors moi, je commence très souvent par l'alimentation parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'indices cachés. Alors souvent, je vais demander à la personne ce qu'il mange tous les jours. Alors je ne veux pas vraiment un descriptif général parce que la plupart des gens vont commencer en me disant oui, je pense que j'ai une alimentation plutôt saine. Je ne veux pas vraiment qu'ils me disent ces phrases toutes faites, mais je veux qu'ils me disent en détail ce qu'ils mangent en une journée. Alors je vais leur dire, pouvez-vous me donner s'il vous plaît un petit aperçu de ce que vous consommez en une journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc ils vont me faire un descriptif, frosties avec du lait ou omelette avec des légumes. Enfin, il y a une grande variété de ce que les personnes vont partager sur leur repas quotidien. Et ensuite, je vais passer un petit peu plus de temps à leur demander est-ce qu'il y a des aliments qu'ils évitent déjà. Je demande ça parce que par exemple, si une personne vient avec des problèmes de flatulence et des douleurs abdominales, une des premières choses qui me viennent à l'esprit, ça va être de leur dire d'éviter peut-être le gluten pour résoudre ce problème. Mais s'ils me disent qu'ils excluent déjà le gluten dans leur alimentation depuis 5 ans et qu'ils ont encore quand même des maux de ventre, forcément je vais savoir qu'il va falloir suggérer autre chose. Bien sûr, il faut aussi demander s'ils consomment beaucoup de café, d'alcool et de sucreries en général, parce que des fois ça peut être la cause d'un nombre surprenant de symptômes chez beaucoup de personnes. Et ça peut parfois être très très simple à régler. Ensuite, on veut savoir, est-ce qu'ils prennent déjà des médicaments sur ordonnance? Ça, c'est très important. Et surtout, depuis quand? Par exemple, si la personne se plaint de maux de tête. Donc au début, quand ils me disent uniquement maux de tête, je vais penser peut-être des maux de tête menstruels ou des migraines ou dû au stress. Mais ensuite, s'ils me disent qu'ils prennent un médicament pour leur tension artérielle depuis 5 ans, alors peut-être d'un coup, je vais me dire, ah tiens, les maux de tête sont peut-être dus à une tension élevée. Et là, je vais m'inquiéter encore plus s'ils me disent qu'ils prennent déjà un médicament depuis des années et que quand même, ils ont des maux de tête. Donc pour moi, ce serait lentement le début d'une urgence médicale où je vais me dire, tiens, il faudrait peut-être le renvoyer chez leur médecin traitant. Donc il est vraiment important de demander s'ils prennent des médicaments et il faut toujours mettre un peu d'emphase sur les deux derniers que j'ai notés ici. Est-ce que les femmes prennent une pilule contraceptive ou le patient en général prend-il des analgisants? Ça, c'est très important parce que souvent, quand on va demander au patient s'il prend des médicaments, il va nous répondre non, si c'est une personne plutôt en bonne santé. Et ensuite, on va lui demander est-ce que vous prenez souvent de l'aspirine pour vos maux de tête? Et la réponse va être oui, 3 fois par semaine. Donc certaines personnes ne pensent pas à l'aspirine ou à d'autres analgisants comme médicaments alors qu'ils en font une grande consommation. De même, beaucoup de femmes qui se considèrent en bonne santé ne vont pas juger nécessaire de nous dire qu'elles prennent la pilule contraceptive parce que dans leur tête, ce n'est pas vraiment un médicament. Mais pour nous, c'est important à savoir. Encore une fois, si une femme nous dit qu'elle a un historique familial important de maladies cardiovasculaires et qu'elle prend la pilule depuis plusieurs années et a développé des maux de tête, alors je vais devoir peut-être passer un peu de temps pour lui donner plus d'informations sur les effets secondaires néfastes de la pilule par rapport au cœur et aux artères et au système cardiovasculaire et lui dire que peut-être les maux de tête sont aussi dus à ça et qu'elle devrait peut-être arrêter. Enfin, vous voyez, on va avoir vraiment plus d'informations par rapport aux médicaments qu'ils prennent, mais aussi par rapport aux produits naturels qu'ils peuvent prendre. Il y a un grand mouvement d'intérêt envers la médecine naturelle en général, et avec Internet, beaucoup de personnes vont venir au cabinet et se seront déjà prescrits à eux-mêmes tout un tas de compléments alimentaires. Des fois, c'est très bien, et des fois, ce n'était pas une bonne idée. Et si c'est le cas, il faut pouvoir dire ça aux patients de façon diplomatique et leur suggérer des alternatives et bien sûr expliquer pourquoi on leur suggérerait autre chose.
Il y a aussi beaucoup de patients qui prennent des médicaments sur ordonnance, par exemple pour leur diabète, pour leur tension artérielle, et qui ensuite vont prendre des compléments alimentaires sans savoir qu'il y a peut-être une interaction médicale qui leur dessert. Donc c'est important d'avoir toutes ces informations pour ensuite, bien sûr, pouvoir donner ces informations aux patients et optimiser la santé du patient par rapport à tout ça. L'historique personnel est important par rapport aux hospitalisations, aux accidents qu'ils ont pu avoir dans le passé. Ça nous donne assez rapidement un aperçu de la santé du patient. Donc, si la personne vous dit qu'elle a eu plusieurs interventions pour des kystes aux ovaires, des problèmes de myome utérin, euh, qu'ils ont pris la pilule pendant des années, tout de suite on a un aperçu d'un problème hormonal qui dure depuis très longtemps chez cette femme. Ou par exemple, si dans leur historique familial, beaucoup de gens ont eu diverses formes de cancer, on va savoir qu'il faut faire de la prévention de ce côté-là. Et puis évidemment, évaluer le niveau d'éducation du patient par rapport à ce thème. Ensuite, on veut poser des questions encore plus générales sur l'hygiène de vie. Donc par exemple, sont-ils stressés? Certaines personnes savent répondre à cette question de façon très objective. D'autres, c'est souvent des hommes, vont avoir plus de mal. Donc, ils vont nous dire oui, ils ont un travail assez stressant, mais ils gèrent ça très bien. Sauf qu'ensuite, quand on va leur demander de donner une note à leur niveau de stress, donc ça peut être un outil très utile, de leur dire de noter leur niveau de stress entre 0 et 10, 0 étant l'absence totale de stress et 10 étant le pire stress possible. Si la personne nous met un 7 ou un 8 sur 10, ça nous donne tout à fait une autre idée de leur niveau de stress. Évidemment, s'ils commencent à s'ouvrir un peu à nous par rapport au niveau de stress qu'ils ont pu avoir, ça peut aussi nous aider pour déceler la cause de leur maladie actuelle. Donc s'ils nous disent par exemple que leur mère ou leur époux est morte récemment et que depuis ils ont eu beaucoup de stress par rapport au deuil et qu'à peu près en même temps ils ont développé des douleurs gastriques, ça nous donne une idée de la racine du problème gastrique. On veut aussi questionner la personne par rapport à leur sommeil. Hélas, surtout dans les villes, beaucoup de gens ne dorment vraiment pas assez, en moyenne 6 ou 7 heures par nuit. Et parfois, la personne va nous dire qu'ils ont du mal à s'endormir ou qu'au contraire, ils s'endorment très bien, mais se réveillent beaucoup de fois dans la nuit et ont du mal à se rendormir. Donc, toutes ces informations sont précieuses. Une personne qui nous dit qu'il se réveille avec des crampes musculaires dans les jambes la nuit, ça va nous indiquer immédiatement une carence en calcium ou en magnésium, par exemple. De même, une personne qui nous dit dormir mais faire tellement de rêves qu'ils ont l'impression de ne pas avoir dormir, là aussi ça va nous pointer plutôt vers une carence en minéraux. Parfois, dans les habitudes de vie de la personne, on va aussi déceler une exposition à une toxine dans l'environnement. Par exemple, on peut demander un peu plus sur la santé dentaire du patient, s'il nous révèle avoir des plombages à base de mercure, des amalgames donc, et qu'ils ont un problème thyroïdien, on va sûrement leur suggérer de faire remplacer leur plombage par des plombages blancs. Et bien sûr, il est toujours important d'en savoir un peu plus sur le niveau d'activité sportive de la personne. Encore une fois, en règle générale, la plupart des gens qui viennent au cabinet sont quand même très sédentaires. Donc c'est bien de temps en temps de leur rappeler d'aller faire une petite marche ou quelques longueurs de piscine euh, pour optimiser leur sommeil ou le reste de leur santé. Ce qui est important dans la première consultation, c'est de poser les bonnes questions. Si on pose les bonnes questions, on va ensuite avoir des morceaux d'informations qui sont comme des pièces de puzzle qu'on va ensuite rassembler, mettre ensemble pour avoir une idée plus précise de la cause principale de leurs symptômes. En tant que naturopathe, nous pensons bien sûr que le corps a une intelligence innée et que le corps sait donc très bien réparer le corps comme il faut ou garder l'homéostase nécessaire à la bonne santé. C'est-à-dire que le corps sait très bien garder son équilibre et rétablir son équilibre de façon saine uniquement si l'environnement général du patient est adéquat pour que le corps fonctionne correctement. Donc en fait, quand nous posons ces questions et rassemblons ces pièces de puzzle, la question qu'on se pose vraiment, c'est quels sont les obstacles à la guérison chez cette personne? Qu'est-ce qui n'est pas salutaire dans leur environnement personnel? Est-ce que c'est leur façon très négative de penser? Est-ce que c'est leur travail très stressant? Est-ce que c'est le fait que ça fait 5 ans qu'ils dorment mal? Est-ce qu'au contraire, ils ont une alimentation déplorable?
Donc une fois qu'on a posé toutes ces questions, on commence à mettre les pièces de puzzle ensemble comme des rouages qui se mettent ensemble. Et nous, en tant que naturopathe, on regarde toutes ces informations et on commence à penser dans notre tête, à analyser, bon ben voilà, par rapport à tout ce que le patient m'a dit, où se trouve la cause principale, où est la racine. Donc la racine, dépendamment de la personne, et c'est ça qui est très intéressant dans notre profession, c'est qu'elle peut se situer n'importe où. Elle peut être dans le monde psychique et mental, dans la façon de penser, dans un deuil récent, dans un niveau de stress important. Des fois, elle est beaucoup plus physique. Très simplement, la personne a une intolérance au gluten et consomme trop de gluten, ou peut-être que leur alimentation est trop riche en sucre et en féculents, ou peut-être tout simplement qu'ils ont trop de caféine dans leur vie. Pareillement, ça peut être bêtement physique, dans le sens où ils ont des expositions dans l'environnement à des moisissures, ils ont des allergies au pollen, peut-être qu'ils ont des plombages et sont exposés au mercure de façon permanente. Donc deux personnes peuvent venir avec le même diagnostic médical. Par exemple, une femme peut venir avec de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde ralentie, peut-être parce qu'elle a été très stressée et subit un deuil récent, donc beaucoup de tristesse et de dépression. Peut-être qu'elle a de l'hypothyroïdie avec des anticorps élevés parce qu'elle a une intolérance au gluten non décelée depuis des années, qui crée beaucoup d'inflammation au niveau de la thyroïde. Ou peut-être qu'elle a des plombages et beaucoup trop de mercure dans le corps qui sont graduellement en train d'attaquer la thyroïde. Donc, c'est la racine qui est derrière le symptôme qui nous intéresse. Parce qu'une fois qu'on a découvert la racine ou les racines, on va pouvoir suggérer un traitement d'approche qui va aider la personne à se sentir mieux. Donc il faut savoir poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Alors je voulais vous donner quelques exemples concrets de mon cabinet pour que vous compreniez mieux l'importance du questionnement de la première consultation. Hmm. Alors voilà, ça c'est plusieurs situations réelles que j'ai pu avoir au cabinet. Et donc c'était des gens qui avaient déjà vu leur généraliste, des fois ils avaient déjà vu leur spécialiste et puis ils ne savaient plus trop quoi faire. Et ça c'est des exemples où quelques questionnements précis ont pu révéler la racine très rapidement et pouvoir en une seule visite régler le problème pour la personne. Alors voilà, j'ai eu deux patientes séparément qui sont venues me voir avec des maux de tête. Donc elles m'ont décrit les maux de tête et je leur ai posé ma question par rapport au fait que les maux de tête peuvent être cycliques. Et donc il y en a une qui m'a dit, oui, mes maux de tête viennent toujours le mardi matin et ils partent toujours le samedi matin. Donc elle a dit que ça la dérangeait vraiment au travail parce que du coup elle pouvait plus se concentrer, mais que bizarrement le week-end, dès samedi matin, ça allait beaucoup mieux. Alors je l'ai questionnée un peu plus et elle m'a dit qu'elle se réveille avec le mot de tête le samedi, mais que souvent après le petit déjeuner, le mot de tête a déjà disparu. Et que pareil, presque inévitablement, le dimanche et le lundi, ça se passe très bien, et le mardi matin, retour des maux de tête. Du coup, je lui ai posé plus de questions sur son alimentation, et on a découvert ensemble qu'en fait, cette personne aimait beaucoup le café. Et donc, ce qui se passait, c'est que comme elle savait qu'elle avait tendance à en consommer trop, elle avait décidé de limiter le café au week-end, dans un souci d'être en meilleure santé, parce qu'avant, c'était une grande consommatrice de café. Euh, alors, je lui ai dit, bon, bah, c'est très bien, vous limitez le café au week-end, et qu'est-ce que vous buvez? Et il s'est avéré que le samedi et le dimanche, elle buvait 4 expressos. Donc, son premier expresso du week-end, c'était le samedi au petit déjeuner. Elle en buvait le samedi, le dimanche. Le lundi, elle n'en buvait pas. Et le reste de la semaine non plus. Donc ce qui se passait, c'est qu'elle saturait son système avec de la caféine. Ça commençait dès le samedi matin, donc un maux de tête dû au café. Euh, pardon, et donc le maux de tête apparaît le mardi matin parce qu'elle n'a pas bu de café depuis 2 jours. Elle n'a pas de maux de tête toute la semaine. Et puis ensuite, les maux de tête disparaissent à nouveau le samedi matin avec sa prochaine prise de caféine. Donc le traitement a été très simple. Je lui ai demandé de soit boire un café moins fort tous les jours, soit de réduire sa consommation de caféine le week-end. Et le problème s'est résolu vraiment tout seul. Après, j'ai une autre patiente qui avait elle aussi le même genre de maux de tête, mais elle c'était le contraire. Elle avait des maux de tête toute la semaine, mais pas du tout le week-end.
Alors encore une fois, après lui avoir posé plus de questions sur son alimentation, il s'est avéré qu'en semaine, il y avait un restaurant chinois juste en face de son lieu de travail et que toute la semaine, elle mangeait différentes sortes de nouilles et de soupes chinoises. Par contre, le week-end, elle mangeait plutôt des plats préparés à la maison. Et en fait, dans beaucoup de restaurants asiatiques, ils vont rajouter du MSG ou du monosodium de glutamate. Et beaucoup de personnes ont des allergies ou des intolérances à cet additif alimentaire. Et un grand symptôme pour beaucoup de gens, c'est soit des démangeaisons au niveau des lèvres ou des maux de tête. Donc pareil, elle, on lui a demandé de faire une petite expérience. Donc pendant 2 semaines, je lui ai demandé de apporter son repas au travail fait maison tous les jours pendant 2 semaines. Et effectivement, 2 semaines plus tard, quand elle est revenue, elle n'avait pas eu un seul mot de tête. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle avait une intolérance au MSG et que les maux de tête venaient de là. Donc parfois, c'est vraiment très très simple. Ça, c'était un petit peu plus difficile, mais quand même très intéressant. C'était une patiente d'une quarantaine d'années qui est venue me voir parce que depuis pratiquement 8 mois, elle avait des rougeurs qui étaient apparues sur le haut du corps, sur la poitrine, le haut du dos et ainsi qu'au visage. Et c'était des rougeurs qui ressemblaient un petit peu à un coup de soleil, mais permanent, et qui la dérangeaient, parce qu'elle avait une sensation de chaleur à ces endroits-là et un peu de démangeaison. Donc elle avait vu son généraliste, qui lui avait donné de la crème à la cortisone, mais elle ne voulait pas s'en servir tout le temps, parce qu'elle remarquait qu'avec la crème, ça partait, mais dès qu'elle arrêtait, ça revenait. Donc ensuite, elle a vu plusieurs dermatologues, à tel point qu'elle a fini par avoir une biopsie qui a simplement montré qu'il y avait des éosinophiles dans la région où la biopsie avait été faite. Mais ils leur ont dit que ça avait sûrement une racine allergique. Ils ont fait un test allergique de IgE, donc un test sanguin, qui n'a rien révélé de particulier, bizarrement. Mais la patiente était extrêmement frustrée parce qu'elle se sentait quand même très mal. Donc je lui ai demandé plus de questions par rapport au symptôme principal et elle m'a dit, donc je lui ai demandé mais qu'est-ce qui va l'améliorer? Et elle m'a dit la seule chose, le seul moment où sa peau va mieux, c'est quand elle est en voyage. Donc quand elle va à l'hôtel, quand elle va à la plage, en vacances, tout ça, ça va nettement mieux. Euh, donc forcément, ça nous donne un peu une idée sur la nature, sur la cause qui est plutôt dans l'environnement de cette personne. Donc je lui ai demandé mais quand est-ce qu'elle a emménagé dans son appartement et elle m'a dit effectivement qu'elle avait emménagé il y a un an dans son nouvel appartement et que les symptômes ont commencé 4 mois après ça. Alors je lui ai posé un peu plus de questions et puis en fait on a découvert ensemble que derrière le papier peint dans sa chambre à coucher, elle avait un problème important de moisissure. Elle avait fait venir un expert et l'expert avait d'abord fait une analyse dans le reste de son appartement, donc sans regarder derrière le papier peint. Et il y avait déjà un problème de moisissure. Donc ils avaient fait traiter tout l'appartement. Et elle avait remarqué que ça allait un peu mieux, mais c'était encore pas ça. Et je lui ai dit, mais je pense qu'il y a encore une source de moisissure dans votre appartement. Et c'est là qu'elle a commencé à suspecter qu'il y avait peut-être un problème derrière le papier peint. Donc l'expert est revenu et en regardant derrière le papier peint, il a écrit un rapport en disant que cette chambre à coucher n'était plus habitable. Ce qui fait qu'elle a dû se débarrasser de son bail et entamer des poursuites judiciaires avec son propriétaire qui ne voulait pas payer pour nettoyer le moisi derrière le papier peint. Donc en fait, une fois qu'elle a déménagé dans un autre appartement, euh, les rougeurs ont disparu. On a dû traiter quand même un petit peu le foie euh, et les intestins, les reins pour essayer de détoxifier tout ça. Mais en quelques mois, ça allait totalement mieux. Alors que ça faisait pratiquement 8 mois qu'elle vivait avec ces rougeurs sans savoir d'où ça venait. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer comment de prendre son temps avec le patient en posant les bonnes questions et en explorant tout ce qui peut être un facteur de mauvaise santé dans leur vie, comment ça peut des fois être extrêmement utile. Après, dans les cas qui m'ont donné plus de mal, ça c'est une patiente qui est venue avec un diagnostic de la maladie de Grave, c'est-à-dire une hyperthyroïdie qui est due à la présence d'anticorps. Donc ce sont des anticorps contre la thyroïde propre de la personne et ces anticorps vont graduellement, constamment activer la thyroïde qui va se mettre à être en hyperfonctionnement. Donc habituellement, pour faire baisser des anticorps, la cause est très souvent alimentaire ou parfois dans l'hyperthyroïdie, ça peut être déclenché par un moment de stress aigu. Sauf que elle, je l'ai vue pendant plusieurs années,
On a vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir au niveau alimentaire, stress. On a utilisé beaucoup de plantes pour essayer d'aider la thyroïde et ces anticorps restaient à des niveaux stratosphériques. Donc on n'arrivait pas à les faire descendre après plusieurs années. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne lui avais pas posé de questions par rapport à son hygiène dentaire et au plombage. Et elle m'a révélé qu'elle avait des plombages, des amalgames à base de mercure depuis qu'elle avait 12 ans. Et qu'en parallèle, elle mange énormément de saumon et de thon parce qu'elle adore les restaurants japonais. Donc une fois que j'ai su ces informations, on a fait un test capillaire pour voir s'il y a des métaux lourds dans son corps. Et effectivement, on voit ici qu'elle avait beaucoup de mercure euh, ici accumulé dans ses tissus. Et on sait que le mercure aime beaucoup s'attaquer à la thyroïde simplement parce que les enzymes thyroïdiennes ont besoin du métal sélénium et que le mercure ressemble beaucoup structurellement par rapport à la charge au sélénium et que donc le sélénium va souvent s'accumuler au niveau de la thyroïde et créer des problèmes thyroïdiens. Donc une fois que ce test capillaire est revenu qui nous montre une exposition au mercure importante, d'abord je l'ai envoyé chez un dentiste holistique ou biologique pour remplacer ces plombages de façon sécuritaire. Et ensuite, nous avons initié un programme de détoxification du mercure. Et maintenant, nous attendons de voir si on va enfin voir une baisse de ces anticorps. Mais là, c'était vraiment mon erreur, où je n'avais pas posé la bonne question dès le début. Et bien sûr, la patiente n'a pas pensé à me parler de la présence de plombage. Elle ne pensait pas que ça avait un lien direct avec sa thyroïde. En général, dans nos interventions naturelles, il y a une hiérarchie, dans le sens où on essaye toujours d'abord de corriger l'alimentation, le sommeil ou les niveaux de stress. Alors évidemment, par rapport au stress, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais globalement, si on arrive à rectifier tout ça, souvent il n'y a rien d'autre à faire. Si on a rectifié et que quand même l'état de santé de la personne n'est pas au top, c'est là où on va penser à rajouter des compléments alimentaires, c'est-à-dire des plantes, des vitamines, parfois de l'homéopathie qui n'est pas très concentrée. Et à la fin, si tout est déjà réglé en bas de la pyramide, c'est là où moi, en tout cas, je vais penser à des interventions au niveau psychique ou énergétique. Donc par exemple, je vais les envoyer faire du Reiki, on va utiliser de l'homéopathie qui est plus concentrée ou même de l'acupuncture. Des fois, on mélange, bien sûr. Mais en général, quand on analyse la situation du patient, il est bon de se souvenir de cette hiérarchie parce que si on peut commencer en bas de la pyramide, on a plus de chances d'avoir de bons résultats. Donc pendant la consultation, la première, on va aussi avoir l'occasion de voir si le patient présente avec un signe d'urgence. Qu'est-ce qu'un signe d'urgence? Un signe d'urgence, c'est en fait un symptôme qu'on va appeler en anglais un drapeau rouge. Et c'est un symptôme qui est trop grave pour le cabinet naturopathique. C'est-à-dire que si la personne reste avec ce symptôme sans rien faire de plus, on risque de créer des dommages permanents chez le patient, voire le patient peut être en risque de mort. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Mais beaucoup de patients ne se rendent pas compte de la gravité de leur état et peut-être qu'ils n'aiment pas les médecins, ils n'aiment pas les généralistes, ils n'ont pas de médecin traitant. Et quand ils viennent dans notre cabinet, il se peut qu'on soit la première personne avec une formation médicale à les voir. Donc on veut pouvoir savoir mais qu'est-ce qu'un signe d'urgence pour pouvoir leur expliquer que leur état est trop avancé ou trop instable et qu'il faut d'abord qu'ils aillent traiter ça de façon conventionnelle, donc chez un généraliste conventionnel, voire chez un spécialiste, voire les envoyer directement à l'hôpital, car on ne peut pas les aider dans l'état dans lequel ils sont. Donc ça fait partie de notre responsabilité en tant que professionnel de la santé de savoir orienter le patient chez un médecin conventionnel si nécessaire. Et bien sûr, si ce sont des patients qui n'aiment pas trop voir le médecin en général, il faut d'abord aussi savoir les convaincre et leur expliquer la gravité de leur état. Donc nos fameux drapeaux rouges, comment est-ce qu'on peut les déceler? En gros, si le patient n'a pas l'air stable, c'est un signe qui ne devrait pas être dans notre cabinet à nous, parce qu'autant la médecine naturopathique est très utile pour régler beaucoup de problèmes de santé, quand ils sont trop aigus ou trop avancés, hélas, il va nous falloir des médicaments dispensés sous ordonnance, voire une hospitalisation.
Donc quelques signes qui vont nous dire qu'un patient a besoin d'être dirigé vers un médecin traitant, ça va être si la personne est... Donc voilà quelques signes d'urgence qu'il faut vraiment considérer comme des drapeaux rouges qui nous inquiètent. Donc si la personne est visiblement très essoufflée ou elle nous dit être très essoufflée sans faire beaucoup d'exercices physiques, s'il y a des douleurs au niveau de la poitrine qui n'ont pas encore été explorées avec leur médecin traitant, bien sûr parce qu'on s'inquiète pour la santé du cœur, si la personne paraît pâle ou très émaciée, évidemment si elle a des blessures ouvertes étendues, ou si surtout chez les enfants, il y a une fièvre très élevée pendant plus de 24 heures, ça commence à nous inquiéter, ou des problèmes de diarrhée, de vomissement qui sont difficiles à contrôler, qui font que la personne a même eu du mal à se déplacer jusqu'à notre cabinet naturopathique. Ou par contre, la personne peut avoir l'air en bonne santé, et quand on voit ses résultats d'analyse, on s'aperçoit qu'elle avait une tension très élevée, une tension très élevée, c'est-à-dire au-dessus de 160, et une glycémie mal contrôlée. Donc là, ce n'est pas une urgence, mais ils vont avoir besoin de médicaments. Si la personne aussi dans l'historique nous dit qu'elle a perdu du poids sans raison, de façon spontanée, et qu'elle a perdu plus que 5 kilos, on commence à s'inquiéter de l'éventualité d'un cancer. Donc, dans toutes ces situations, on veut vraiment expliquer aux patients qu'on n'est pas la personne adéquate pour le moment. On peut les orienter vers un médecin traitant que l'on aime ou avec qui on travaille, ou leur médecin traitant qu'ils ont eu depuis des années, voire vers un spécialiste. Leur dire de stabiliser leurs conditions avec des médicaments si nécessaire et de revenir et qu'ensuite on va pouvoir travailler avec la médecine naturelle, soit pour aider par rapport aux effets secondaires des médicaments ou pour graduellement changer la cause, donc la racine qui est en train de causer le symptôme, et que doucement, une fois qu'on a enlevé cette cause, on va pouvoir peut-être lentement arrêter les médicaments sous ordonnance. Voici encore quelques vraies situations qui viennent du cabinet, qui nous font un peu réfléchir à ce qui peut être un drapeau rouge médical, une urgence, et ce qui n'en est pas. Donc voilà un homme d'une cinquantaine d'années que j'ai vu, et dans son historique, il m'explique qu'il a été diagnostiqué avec du diabète depuis 10 ans, et qu'il a hélas eu un infarctus il y a 2 ans. Il nous dit que quand il était diabétique, le diagnostic a été fait quand il avait 40 ans, mais qu'il n'a pas pris ses médicaments parce qu'en général, il est contre la prise de médicaments et qu'il se sentait très bien. Donc là, dans l'analyse qu'on peut faire de ce qu'il nous dit, on n'est peut-être pas surpris qu'il a eu un infarctus 8 ans plus tard, parce qu'on sait que le diabète est un des premiers risques d'infarctus pour la santé du cœur. Donc il a eu un infarctus et à ce moment-là, ils sont allés mettre un stent au niveau du cœur, donc il a eu une intervention. Et après ça, ils lui ont donné tout un tas de médicaments, bêta-bloquants, aspirine, une statine pour le cholestérol et un médicament pour contrôler la glycémie. Donc il a pris tout ça pendant 1 mois. Et puis après, comme il se sentait bien, il a décidé de tout remplacer par des suppléments à base de plantes. Mais bon, il a quand même l'impression que il n'est pas sûr s'il prend les bonnes plantes, les bons suppléments, et il vient nous voir pour qu'on puisse l'orienter par rapport à ça. Alors, quand je le questionne un petit peu plus, il me dit qu'en fait, depuis son infarctus, il n'est pas retourné voir son cardiologue, et donc il n'a aucune analyse sanguine récente depuis son hospitalisation par rapport à l'infarctus. Quand on le regarde, on trouve que le patient est un peu émacié quand même, et il vous montre ses jambes, et les 2 jambes sont quand même très gonflées par rapport au reste de sa stature, et il nous dit qu'il est essoufflé, donc il trouve qu'il marche moins bien sur des distances, même sur 500 mètres, il dit que c'est très difficile pour lui, alors qu'avant il n'avait aucun problème. Alors moi, quand la personne me décrit tout ça, immédiatement, hélas, j'ai un drapeau rouge qui vient dans ma tête. Et donc je lui explique que comme il a un stent, il ne peut pas se permettre d'arrêter immédiatement ses médicaments. Parce qu'il faut au moins qu'il prenne au moins de l'aspirine ou un anticoagulant pour protéger le stent. Et qu'en plus, il n'a rien changé à son alimentation. Sa glycémie est sûrement très mal contrôlée. Et donc c'est encore un irritant pour le cœur et les artères. Donc je lui ai demandé d'aller très vite voir le cardiologue. Et heureusement qu'on a fait ça parce que le cardiologue a détecté un gros problème avec son cœur,
parce que dans son ventricule, il avait commencé à faire un rejet au niveau cardiaque du stent. Et donc le sang s'était coagulé autour du stent et on n'était pas très loin d'un autre infarctus. Donc celui-là, clairement, euh, il n'était pas à sa place dans mon cabinet. Et je lui ai demandé de revenir quand tout serait stabilisé et qu'ensuite le but serait bien sûr de parler de diététique pour essayer de contrôler sa glycémie. Parce qu'une fois que la glycémie est contrôlée, la tension va être contrôlée, le cholestérol va être contrôlé et du coup, ce sera beaucoup plus facile d'éviter un autre accident cardiaque. Ça, c'est une autre personne qui est venue. Ça, c'était une femme. Et elle nous dit qu'elle se sent fatiguée, qu'elle n'a pas le moral, qu'elle a pris beaucoup de poids. Et avant de venir nous voir, elle est allée voir son endocrinologue. Et une analyse sanguine a révélé des taux d'anticorps contre la thyroïde très élevés et une hypothyroïdie. Donc pour aider sa thyroïde, on lui a prescrit du lévothyroxine, ce qui est en fait la thyroxine, donc l'hormone de la thyroïde, mais ça, elle est produite de façon synthétique pour remplacer ce que la thyroïde en hypofonctionnement ne produit plus. Donc on lui a donné ça. Et elle trouve que ça va mieux, mais quand même, elle n'aime pas trop l'idée de prendre des médicaments plus ou moins à vie, et elle aimerait bien pouvoir les arrêter. Objectivement, on remarque qu'elle est très émotive quand elle parle de ses soucis pendant l'entretien et qu'effectivement, elle est un petit peu en surpoids. Alors, est-ce que cette patiente est une bonne candidate pour un traitement naturopathique? La réponse est oui. Pour moi, il n'y a aucun signe d'urgence médicale. Elle a déjà été prise en charge par un spécialiste qui lui a fait un diagnostic. Euh, on voit aujourd'hui que son état est globalement stable. Donc encore une fois, le but, ce serait de déceler des intolérances alimentaires, peut-être la présence de mercure dans ses tissus, d'évaluer son niveau de stress pour ensuite adresser cette cause. Et on voudrait voir graduellement une baisse de ces anticorps contre la thyroïde pour que graduellement on puisse baisser le levothyroxine et que sa thyroïde reparte. Donc encore une fois, ça c'est réaliste si l'hypothyroïdie n'a pas été installée depuis trop longtemps. Voici une troisième situation. Alors voilà une femme qui vient d'une quarantaine d'années, encore une fois, et elle par contre, quand elle vous parle de son historique médical, c'est quand même très compliqué. Elle dit avoir été en hypothyroïdie depuis plusieurs dizaines d'années, qu'elle prend du lévothyroxine, mais ce qui la dérange le plus, c'est que maintenant elle a un érythème qui est arrivé au niveau du dos et de la poitrine, qui la démange énormément, et qu'elle a aussi des douleurs un peu partout au niveau articulaire et musculaire, mais vraiment partout dans son corps. Elle a vu beaucoup de médecins, des généralistes, elle est allée revoir son endocrinologue pour la thyroïde, elle a fait plein d'analyses, mais ça c'était déjà il y a plusieurs mois quand l'érythème est apparu. Moi, ce que je remarque objectivement, c'est que depuis toute la consultation, elle est là presque une heure, elle est très essoufflée quand elle parle et que surtout, elle est vraiment pratiquement obèse. Elle a le visage aussi assez enflé. Et donc, quand je la questionne un peu sur l'essoufflement que je remarque, elle me dit que oui, ça fait 2 mois qu'elle sort plus de chez elle parce que dès qu'elle marche, au bout de quelques mètres, elle est vraiment beaucoup trop essoufflée. Mais que depuis que cet essoufflement s'est installé, elle n'est pas retournée voir ses médecins parce qu'elle avait vu les endocrinologues, etc., il y a plus de 6 mois et que rien n'a changé, c'est des mangeaisons. Alors pour moi, encore une fois, là, il y a vraiment des signes d'urgence. La personne est essoufflée, elle a un historique médical très compliqué, j'ai du mal à saisir tous les détails. Donc là, je l'ai envoyée chez un généraliste qui l'a orientée vers un cardiologue. Et en fait, elle était en insuffisance cardiaque, ce qui avait créé ces démangeaisons, le fait qu'elle était très essoufflée. Et en fait, elle avait énormément d'eau dans les poumons. Ils lui ont donné un diurétique et en 24 heures, elle a perdu 15 kilos d'eau, de liquide. Donc c'était une personne qui était vraiment dans un état d'urgence médicale qu'on n'aurait pas pu traiter simplement comme ça avec nos outils naturopathiques. Voici une autre patiente, cette fois-ci c'était une femme d'une soixantaine d'années qui dit souffrir de reflux gastrique acide très désagréable. Dans l'historique, elle dit qu'elle a eu des problèmes gastriques pendant des années et qu'il y a 10 ans, son gastro-entérologue avait fait une endoscopie qui avait montré qu'elle avait une gastrite et que c'est pour ça qu'elle avait beaucoup de reflux acide également. Pendant ces 10 dernières années, elle a pris beaucoup de médicaments antiacides du style Zantac, Nexium, Pariette,
qui avait été recommandée par son gastro-entérologue et qu'elle continue à prendre de temps en temps, enfin de temps en temps régulièrement quand son estomac la dérange. Euh, donc bon, ça c'est vraiment un cas assez classique, on voit ça tout le temps dans le cabinet naturopathique. Jusque-là, je ne suis pas trop alarmée, sauf que j'aime pas trop que la dernière fois qu'elle ait fait un suivi, c'était il y a 10 ans, et que donc dans les 10 dernières années, elle a continué à avoir des symptômes sans voir de médecin. Par contre, je commence à m'inquiéter un peu quand elle me dit que c'est pas uniquement des douleurs gastriques, mais qu'elle a aussi des douleurs au niveau du sternum quand elle mange. Donc elle a aucune douleur, elle n'a pas de douleur quand elle fait du sport, quand elle monte des marches, elle a aucun essoufflement. Donc on pense que c'est probablement pas une racine cardiaque. Et elle dit qu'elle a uniquement mal derrière le sternum quand elle est en train de manger. Et que du coup elle doit prendre une demi-heure pour manger même quelque chose de très petit. Qu'elle doit très bien mâcher ses aliments, sinon elle a l'impression que ça reste coincé derrière le sternum. Alors ça peut être un symptôme de reflux acide assez important. Donc je lui demande, et comment ça va pour boire des liquides? Normalement, si c'est uniquement un cas de gastrite ou de reflux acide, la personne n'a aucun problème pour ingérer des liquides. Mais elle me dit que même les liquides, même si elle fait que boire un verre d'eau, elle a l'impression que ça reste coincé dans ce nosophage derrière le sternum. Alors ça, pour moi, c'était immédiatement un drapeau rouge médical. Je l'ai envoyé chez un gastro-entérologue pour faire une endoscopie immédiatement. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait une tumeur importante au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Et elle a dû avoir une opération et un traitement à base de chimiothérapie. Donc encore une fois, voilà une personne qui était habituée à avoir un inconfort au niveau gastrique. Du coup, elle ne s'est pas étonnée plus que ça quand les symptômes se sont aggravés, alors qu'elle était déjà dans un état de santé très avancé. Donc rien que nous puissions aider dans le cabinet naturopathique avant qu'elle ait d'abord vu et fait un traitement conventionnel. Et on pourrait l'aider éventuellement une fois que le diagnostic et le traitement conventionnel est établi. Voici maintenant une femme de 25 ans qui vient parce qu'elle a de l'eczéma très grave. Donc on remarque tout de suite que sa peau est très desséchée, très rouge sur pratiquement tout le corps, mais que par contre il n'y a pas de signe d'infection, donc pas de pus, pas d'endroit plus douloureux que la sécheresse. Et elle nous dit que depuis qu'elle est enfant, elle a eu beaucoup d'eczéma, à tel point que tous les jours elle doit faire des compresses à base de crème de cortisone et qu'elle prend de la cyclosporine, ce qui est un médicament qui supprime l'effet normal immunitaire dans le corps et qui est très fort. Donc elle est venue parce qu'elle aimerait bien découvrir la cause de son eczéma et surtout, elle aimerait arrêter de prendre la cyclosporine. Donc ça, c'est un cas qui ne présente aucun signe d'urgence. Elle aurait eu des signes d'infection importants au niveau de la peau, ou elle m'aurait dit qu'elle n'avait pas encore vu de médecin par rapport à son eczéma. Je l'aurais peut-être d'abord envoyée chez un dermatologue ou un généraliste. Mais comme elle est déjà prise en charge, le but pour moi maintenant est de rectifier ce qui peut être en train de causer l'eczéma, très souvent une intolérance alimentaire ou une allergie à quelque chose dans l'environnement. Il y a beaucoup de réparations au niveau de la muqueuse intestinale à être faites sans doute. Donc le but est de faire toute cette réparation pour qu'elle sente une amélioration au niveau de sa peau, pour qu'elle puisse arrêter lentement les compresses à base de cortisone et aussi pour qu'on puisse réduire la cyclosporine. Donc elle, après à peu près 1 an de traitement, elle a pu arrêter la cyclosporine et maintenant on en est à utiliser de la cortisone, mais on n'est plus sous forme de compresses quotidiennes, mais maintenant c'est quelques fois par semaine. Donc on avance certes très doucement, mais c'est un cas qui ne présente pas d'urgence médicale dont on peut très bien s'occuper dans le cabinet naturopathique. Alors j'aimerais terminer en parlant brièvement de la prise de notes pendant l'entretien médical. Donc il est très important de prendre des notes de l'entretien qu'on a avec notre patient, simplement parce que c'est requis par la loi dans les provinces où la profession naturopathe est reconnue. Donc on est obligé légalement de le faire. Dans les provinces où ce n'est pas reconnu, il vaut mieux quand même le faire, parce que si jamais le patient décide de commencer des poursuites judiciaires, le dossier médical est un vrai document légal qui va être utilisé au tribunal et pour déterminer ce qu'il y a à faire. Bon, en plus, de façon moins sérieuse, les notes nous aident à savoir ce qu'on a fait pendant la consultation qui a déjà passé. Donc souvent, quand on voit beaucoup de patients, des fois, on ne se souvient plus trop exactement de tous les symptômes du patient, on ne se souvient plus exactement des recommandations qu'on a pu faire. Donc il est important d'avoir pris des notes simplement pour la bonne continuité du traitement chez le patient. Et aussi,
pour beaucoup de naturopathes, ça aide de prendre des notes parce que quand on écrit en même temps qu'on parle à la personne, ça nous aide à mieux réfléchir et à analyser ce que la personne nous dit et ce qu'il va falloir faire. Alors, comme les notes font partie du dossier médical et que le dossier médical est un document légal, il y a un certain format à respecter qui est utilisé dans tout le domaine médical en général. C'est une bonne idée en tant que naturopathe de comprendre tout ça parce que si vous commencez à travailler, à collaborer avec des généralistes ou spécialistes, vous voulez pouvoir parler la même langue. Et pour qu'ils vous respectent vous aussi, il faut montrer que vous faites partie du club, que vous comprenez ce qu'il vous dit avec le jargon médical et que vos notes sont aussi des notes professionnelles. Donc le dossier médical, la prise de notes est divisée en 4 parties. Alors en anglais ça s'appelle SOAP parce que le premier S c'est pour subjectif, le O c'est objectif, le A en anglais c'est assessment, ce qui est en français impression ou diagnostic, et le P pour plan. Donc tout ce qui est subjectif c'est ce que le patient va nous dire. Donc ce que le patient rapporte sur sa santé, on va le noter dans la section subjectif. Ce qu'on observe nous-mêmes directement chez le patient, par exemple des signes d'essoufflement, d'émaciation, des rougeurs, on va mettre ça dans la section objectif. Les résultats d'analyse vont aussi dans la section objectif. Ensuite, dans la section impression, diagnostic ou assessment en anglais, on veut simplement écrire ce que nous pensons, c'est-à-dire problème de gastrite, problème de ballonnement dû à une dysbiose, c'est-à-dire un dérèglement des bactéries intestinales, migraine menstruelle. Donc vraiment le diagnostic, et on peut même faire une note par rapport à la cause derrière. Par exemple, dû à une intolérance au gluten, dû à un niveau de stress élevé, dû à une surconsommation de caféine. P, donc le plan, ça va être le traitement suggéré à la personne. Et puis si on a discuté d'autres choses ou si on lui a recommandé d'aller voir un généraliste ou de faire certaines analyses, on va tout noter dans la section plan. On peut aussi avoir une 5e section facultative qui est plan futur, c'est-à-dire que si pendant la consultation on a une idée de ce qui pourrait les aider, mais c'est un peu prématuré à discuter lors de la première consultation, ou par exemple on en a touché un mot au patient mais on n'a pas le temps d'élaborer parce que l'heure et demie est terminée, on va mettre une note qui est plutôt un pense-bête pour nous-mêmes dans la section plan futur. Donc voici un exemple très succinct. Donc ça c'est en anglais, S pour subjectif, O pour objectif, A pour assessment en anglais, donc impression ou diagnostic, et P pour plan. Évidemment, en haut de notre morceau de papier sur lequel on va noter tout ça, on veut écrire la date, le nom du patient. C'est bon d'avoir aussi sa date de naissance pour mieux l'identifier. La signature, ça dépend de comment c'est organisé dans votre cabinet. Voici un exemple très basique. Imaginez une maman qui vous emmène son enfant de 2 ans et vous dit qu'elle est très inquiète parce qu'il y a quelques jours, ils sont allés à la plage, il s'est fait piquer par, on dirait que c'est une piqûre de moustique, et que la piqûre est devenue très rouge et gonflée. Elle vous dit avoir mis de l'huile essentielle de tea tree sur la piqûre, mais que l'enfant se gratte beaucoup, si bien qu'il dort très mal. Et surtout, elle est inquiète parce que ce n'est plus simplement une piqûre de moustique, mais ça n'a pas l'air très beau. Donc on note tout ça dans subjectif. Ensuite, on regarde nous-mêmes la jambe de l'enfant et on voit effectivement qu'autour de la piqûre de moustique, il y a un érythème important de 2 cm et que ça apparaît quand même assez gonflé. Donc quand on regarde, d'abord on se dit, est-ce que c'est un signe d'urgence? Alors bon, si toute sa jambe était gonflée et que l'érythème était très important, j'aurais sûrement recommandé d'emmener l'enfant chez son médecin traitant, ou au moins de prendre un antihistaminique qu'on peut trouver en pharmacie. Mais là, on regarde et on se dit, bon, ça va, c'est encore gérable avec nos thérapies. Donc dans la session assessment ou diagnostic, on écrit réaction allergique légère à une piqûre de moustique tout bêtement. Et dans notre plan, les conseils qu'on va prodiguer à la maman. Donc par exemple, de mettre beaucoup de gel d'aloès dessus pendant les jours qui suivent pour calmer l'irritation et la démangeaison, peut-être de prendre de l'apis, qui est un remède homéopathique en concentration de 5 CH 2 fois par jour pendant 3 jours, éventuellement si ça ne s'améliore pas d'aller en pharmacie et de mettre de la lotion calamine, et peut-être un antihistaminique en pharmacie. Mais de lui dire que si ça s'aggrave plus que ça, qu'aller voir le médecin traitant est une bonne idée. Il faut toujours se rappeler que si vous dites au patient si ça s'aggrave, allez voir votre médecin traitant, c'est une très bonne idée de l'écrire dans le dossier médical parce que s'il y a une poursuite judiciaire, ils verront que vous avez recommandé d'aller voir un confrère si ça s'aggrave. Donc ça, c'est important.
N'oubliez pas que bien que le dossier légal soit un document légal, le dossier médical est un document légal, le patient peut à tout moment vous demander de voir à l'intérieur de son dossier. Donc il est important d'avoir un choix de mots qui est professionnel, qui n'utilise pas des termes péjoratifs, donc écrire de la façon la plus neutre possible, même si certains patients peuvent être difficiles ou avoir des comportements déraisonnables, il faut toujours écrire en termes neutres. Et il est important d'utiliser des mots du jargon médical également. Parce que si un autre médecin venait à regarder le dossier médical, c'est important que lui aussi comprenne et comprenne que vous êtes une personne professionnelle dans le domaine. Donc voilà, cela termine notre section sur le dossier médical et la prise de notes. Et voici un petit résumé des principaux points que nous avons couverts dans cette vidéo. Donc nous avons parlé de la première consultation, qu'elle est très importante parce qu'elle permet d'établir une relation de confiance avec le patient. Une relation de confiance, ça veut dire que le patient va être moins apte à faire des poursuites judiciaires, car s'il n'est pas content, ce sera plus facile d'avoir une conversation avec lui. Et bien sûr, s'il y a une relation de confiance, le patient va s'ouvrir à nous, répondre à tout un tas de questions par rapport à différents facteurs dans son hygiène de vie qui peuvent influencer son symptôme principal et nous donner donc des informations pour déceler les causes de la maladie. En même temps que le patient nous dit tout ça, on est en train de mettre les pièces de puzzle ensemble dans notre tête pour ensuite savoir où se situe la cause de la maladie pour élaborer un plan thérapeutique qu'on va ensuite expliquer au patient à l'issue de la première consultation. Donc on va lui expliquer de changer son alimentation de telle ou telle façon, de prendre tel ou tel complément alimentaire, de faire un complément d'analyse chez leur généraliste. Pendant la première consultation, c'est aussi à ce moment-là qu'on va déceler s'il y a une urgence médicale. C'est vrai qu'une urgence médicale peut se présenter à n'importe quel moment dans notre relation avec le patient. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'urgence médicale lors de la première consultation, mais lors de la deuxième, il y en a une. Mais c'est souvent lors de la première qu'on va se rendre compte de si le patient est un bon candidat pour un traitement naturopathique ou si au contraire, il faut le recommander à un autre professionnel de la santé. Et ensuite, il faut tout noter par rapport à cet entretien médical. Il faut prendre des notes dans le dossier en suivant le format qui en anglais s'appelle SOAP, c'est-à-dire subjectif-objectif, assessment ou diagnostic et plan, qui se permet de se rappeler du contenu de l'entretien, mais qui est aussi un document légal. Voilà donc, ça termine notre discussion sur la première consultation qui j'espère aura permis de mettre plus de contexte autour du contenu des 3 cours dont nous avons parlé au début de cette présentation. Merci pour votre attention.